Bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell et vous diffusé sur A-News Workwell. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel pour l'avenir de l'environnement de travail et de l'immobilier tertiaire, le handicap en entreprise. Handicap et inclusion, construire des espaces de travail pour tous, c'est la thématique. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail est un défi et une opportunité pour les entreprises. Selon une enquête IFOP sur l'égalité des chances en emploi pour les personnes en situation de handicap, sur ces 4 dernières années, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a considérablement diminué, passant ainsi de 18 à 12%. Cependant, il demeure près de 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Un enjeu subsiste, l'accompagnement des personnes handicapées tout au long du parcours professionnel afin de garantir non seulement l'accès, mais aussi le maintien dans l'emploi et une meilleure justice dans les évolutions de carrière. 66% des personnes en situation de handicap se félicitent de la mise en place d'aménagements de poste pour faciliter leur travail. Sur ce point, les gros employeurs sont plus à la pointe, 78%, là où les TPE sont moins avancés, 54%. Alors, comment transformer les contraintes liées au handicap en levier d'innovation et de performance ? Comment les entreprises peuvent-elles créer des environnements de travail véritablement inclusifs et adaptés à tous, tout en favorisant la santé, le bien-être et la productivité? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mes 4 invités. À ma gauche, Anthony Gentelet, directeur de PDM, qui est une entreprise spécialisée dans la prévention santé au travail et dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bonjour Anthony. Bonjour Claire. Bienvenue à toi. À ma droite, tout de suite là, en bout de table, Géraldine H, directrice de la Business Unit In Situ chez Cèdre, qui est spécialisée dans le tri et la collecte de déchets de bureau depuis 20 ans, qui est une entreprise pionnière en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap et qui est aussi un de nos partenaires chez Agora. Bienvenue Géraldine. Bonjour Claire, merci de l'invitation. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Héloïse Hérault, tu es juste là, c'est un plaisir. On a droit devant aussi ensemble, qu'on diffuse très régulièrement. Tu es avocat en droit social chez Ezeis Avocat et tu nous donneras ton regard juridique concernant l'inclusion et le handicap au travail. Avec plaisir Claire. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer cette belle émission. Héloïse, je commence par toi. Tu ouvres le bal. Alors, dans un premier temps, moi, je pense qu'il est important de clarifier cette notion de handicap au travail. Qui est considéré comme travailleur handicapé ? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je vais m'attacher au juridique pur. On a 2 articles au sein de 2 codes différents qui vont venir définir le handicap. On a l'article 114 du Code de l'action sociale et des familles, qui est un article qui va être sur une définition du handicap dans un environnement sociétal et non pas entreprise. Et puis, on a l'article du Code du travail qui va venir définir le handicap au travail. Alors, c'est assez intéressant parce que la dichotomie des 2 articles démontre qu'il n'y a pas de handicap en soi. C'est-à-dire que, je m'explique, dans le Code social de l'action et des familles, on a vraiment, alors la définition, je pense qu'elle s'affiche, on ne va pas la lire, mais on a vraiment une multitude de possibilités puisque le handicap, il est fonction de l'environnement dans lequel va se placer l'individu et de son incapacité à s'insérer dans cet environnement, mais qui n'est pas un environnement de travail, je le rappelle. Sur le Code du travail, on va avoir une inadéquation, une incapacité à exercer ses fonctions. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Claire, on peut être handicapé sur un poste, mais pas sur l'autre. Donc cette notion de handicap, elle est vraiment encadrée par les 2 articles et on peut vraiment jauger en fonction de l'environnement des situations de handicap. C'est la CDAPH, la Commission du droit et de l'autonomie pour les personnes handicapées, qui va permettre d'avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés en fonction des critères qu'on vient de donner sur les 2 articles du Code. Généralement, c'est sur une incapacité de plus de 10% ou sur des invalidités que les handicaps vont être reconnus, sachant que tous les handicaps ne sont pas ni reconnus ni dits par les salariés. D'accord. Alors, qui peut faire la demande d'une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? Alors, tout le monde, sous réserve d'avoir une des fonctions sensorielles, psychiques ou mentales qui est affectée. Dans ces cas-là, on va effectivement déposer, le salarié va déposer, c'est lui qui en fait l'initiative, qui va aller faire cette démarche. Il va déposer cette demande auprès de la CDAPH et c'est la CDAPH qui va se réunir et qui va décider ou non de cette reconnaissance de travailleur handicapé pour parfois des durées jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans, donc c'est à renouveler. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Quels sont les droits justement de la personne qui fait cette demande de RQTH ?
Alors, les droits, ils vont être multiples. On va pouvoir, en fonction du handicap, avoir des aménagements du poste du travail, des aménagements des horaires de travail, des formations et un accompagnement bien spécifique. On y reviendra tout à l'heure sur certaines possibilités d'inclusion et d'insertion professionnelle. Donc, c'est pas, au sens où l'on entend, c'est pas des droits particuliers, mais c'est vraiment un accompagnement spécifique, sous réserve, bien sûr, que le salarié ait le courage ou la volonté, parce que c'est même pas nécessairement toujours une question de courage, la volonté de lever la main pour se faire reconnaître et de le dire. Parce que, en fait, c'est pas antinomique. Tu peux être reconnu travailleur handicapé par la CDAPH et ne pas le dire à ton employeur. Oui, ne pas le dire, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap, c'est un handicap invisible plutôt, qui se disent, bon, peut-être que c'est pas considéré comme étant un handicap, et du coup, ils ne savent pas qu'ils ont cette possibilité de RQTH aussi, qui leur donne certains droits, et ils ne font pas la demande. En fait, 80% des handicaps, a priori, sont invisibles. Quand on parle de handicap, c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite se dire la chaise roulante, ou alors il manque un membre. Enfin, on a l'impression et c'est pour ça que j'allais sur la gravité par rapport au code de l'action sociale et des familles. Il n'y a pas nécessairement derrière le handicap une notion de gravité nécessaire pour avoir un handicap. Tout à fait. Et donc, comme 80% des handicaps sont invisibles, ça peut être une surdité partielle, ça peut être un problème de vue. Oui. Moi, par exemple, je pense que je ne pourrais pas être pilote. Il faut avoir 10 sur 10, donc ça pourrait être reconnu comme un handicap si ma vue, je n'ai pas eu de velléité à être particulièrement pilote dans ma vie, mais si ma vue était se dégrader, ça peut devenir un handicap pour ce métier. Pour ce métier-là, pour ces fonctions spécifiques, parce qu'on n'est pas en capacité d'exercer les missions pour lesquelles on a été recruté. Mais ça n'empêche que je n'ai pas besoin d'avoir une vue à 100% pour être boulanger, par exemple. Donc, la notion de handicap dans le domaine du travail, elle est vraiment très définie sur les fonctions. Ok. Anthony, on va passer à toi. Tu travailles chez PDM, ça existe depuis 2009, cette entreprise, avec une mission claire, déconstruire les stéréotypes sur le handicap et améliorer la prise en compte de la santé au travail. On parlait justement avec Héloïse de possibilités de formation à partir du moment où on a une RQTH. Alors, pour commencer déjà, comment PDM est né, puis tu nous parleras ensuite de l'accompagnement. Ok, alors déjà, je voulais juste revenir en fait déjà par rapport à une légère simplification pour savoir justement les critères de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pour faire simple, en fait, il y a 3 critères qu'on prend en compte. Avoir un problème de santé, tel qu'il soit, à partir du moment où il y a une altération à mon travail. Et que ce problème de santé, en fait, soit durable. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une durabilité de plus d'1 an ou qui va durer plus d'1 an. Et surtout, effectivement, que ça me pose un problème dans mon travail actuel. Donc, selon les problèmes de santé, comme tu l'as dit, eh bien, on peut avoir une reconnaissance pour ce métier-là qui ne sera pas du tout la même dans un autre contexte professionnel. Voilà, c'était juste pour repréciser, afin que ce soit encore un peu plus simple à comprendre. Et donc, par rapport à PDM, pour revenir un peu sur l'origine, parce que c'est important de comprendre comment le cabinet a été, comment il est né, eh bien, c'est son fondateur, Pascal, qui a créé ce cabinet, qui est un ancien DRH, et qui, au sein de différentes entreprises, notamment une très grosse entreprise du CAC 40, où il y avait une très belle politique handicap sur le papier, eh bien, il a eu un accident de la vie qu'il a laissé alité pendant 4 ans, 80% de son temps. À l'issue de cette période-là, il pensait pouvoir retrouver son emploi et malheureusement, il a été licencié pour inaptitude. Donc là, on parle d'un sujet d'il y a plus de 15 ans en arrière. Et de cette histoire-là, en fait, il a pris de la hauteur en se disant, et en étant honnête avec lui-même, en se disant, mais si quelque part, ce qui m'est arrivé était arrivé à un de mes collaborateurs, en tant que DRH, est-ce que j'aurais pas fait la même chose? Il était honnête, il a certainement reconnu que oui, il l'aurait fait. Et c'est de là, en fait, qu'est né PDM dans l'idée de donner du sens à une nouvelle aventure professionnelle en essayant de comprendre pourquoi c'est arrivé. Tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance. Et donc, d'aller à la rencontre des employeurs et des salariés, mais en premier lieu aux employeurs, en passant par la direction, les RH, les managers, les représentants du personnel, et ensuite aux salariés. Vraiment dans cet ordre-là. Dans le but d'aller parler du handicap. C'est quoi le handicap? Quand on parle de handicap, forcément, ça fait peur. Oui, c'est ce Quand on a un problème de santé, comme tu l'as dit, ça peut être une personne qui est dyslexique, ça peut être une personne qui souffre d'endométriose et qui peut être reconnue en tant que travailleur handicapé. Mais ça, on ne le sait pas. C'est large, en fait. C'est très, très large. Et donc, le but, c'est déjà de pouvoir faire un état des lieux pour
faire comprendre de quoi on parle, de voir quel est le niveau de compréhension et de maturité sur le sujet, et ensuite d'aller à la rencontre des salariés pardon, pour justement parler du sujet, amener cette information-là afin de déconstruire les stéréotypes. Et ensuite, eh bien, on va aller au-delà, puisque le but, c'est de co-construire la politique handicap ou de la faire évoluer avec les salariés, puisque souvent, on a pour habitude de se dire, on va faire une politique de cette façon. Mais on ne s'est jamais posé la question, est-ce que ça correspond aux attentes et aux besoins de ses propres salariés? Ouais. Alors, l'histoire est très belle finalement, hein, l'histoire de PDM. Maintenant, si on prend l'exemple d'entreprises qui font la demande auprès de PDM, quelles sont-elles? Elles sont de tout type. Alors déjà, l'obligation, on est assujetti à cette obligation à partir de 20 salariés. Et tout secteur d'activité. Donc aujourd'hui, dans nos clients, on a plus de 250 clients et on a aussi bien des entreprises du BTP que de l'ingénierie, que des labos pharmaceutiques, tout secteur d'activité est de toute taille. On va travailler aussi bien avec des TPE comme des ETI et des très grandes entreprises. Et comment vous les accompagnez justement, ces entreprises? Alors on a une méthodologie qui a été mise en place donc, par le fondateur du cabinet, Pascal, en 3 étapes. Donc, première étape, de déconstruire les stéréotypes. Oui. Suite, un panel d'entretien que l'on aura fait auprès des salariés. On va pouvoir justement co-construire cette politique handicap et faire en sorte que l'entreprise puisse s'engager sur des mesures concrètes, en plus de ce que propose le législateur, qui soient propres à l'entreprise pour en faire bénéficier ses salariés et du coup pour rassurer. Aujourd'hui, le salarié a besoin d'être informé et surtout d'être rassuré sur qu'est-ce qu'une situation de handicap. Et une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, eh bien là, on va pouvoir proposer un accompagnement personnalisé, sans limite de temps, auprès des salariés, à discrétion de l'employeur. Et ça, c'est aussi très important. Je vais passer à toi, Géraldine. Toi, donc, tu travailles chez Cèdre. Tu accompagnes une trentaine de salariés chez Cèdre qui interviennent en prestation de services chez une vingtaine de clients. Cèdre, on le rappelle, donc c'est une entreprise de tri, de recyclage, de réemploi, adaptée de 230 salariés. Vous avez 60% de vos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Qui sont ces collaborateurs, justement? Oui, alors donc Cèdre va fêter ses 20 ans cette année, donc avec une certaine expertise dans ce domaine de tri, de collecte, de déchets de bureau, donc essentiellement orienté vers le secteur tertiaire. Et en fait, nos salariés en situation de handicap sont des personnes comme vous et moi, mais avec des particularités, avec des besoins de compensation. On n'est pas toujours obligé de savoir quel est le handicap de la personne, mais par contre, ce qui est très important pour nous en tant qu'employeurs, c'est de savoir quelles sont les conditions de travail qu'on va devoir créer pour que chaque individu, sur mesure, parce que c'est vraiment un accompagnement adapté à chacun, de quelles conditions de travail il va avoir besoin pour qu'il vive sereinement, avec plaisir, son job chez Cèdre. Voilà. On se retrouve avec des personnes qui ont des handicaps extrêmement variés. Très souvent, c'est effectivement du handicap invisible, donc ça peut être du handicap psy, ça peut être du handicap mental, ça peut être quelqu'un qui a du diabète, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est schizophrène, mais qui va être stabilisé par un traitement médical adapté. On a aussi beaucoup de personnes malentendantes. Oui. Alors, quand on parle de surdité, on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. La surdité, elle est très variable d'une personne à l'autre, avec des degrés de surdité différents, avec de l'appareillage au pas, quand la personne a été prise en charge. Et on a des supports, comme la LSF, par exemple, où tous les managers sont formés. Moi, ça fait déjà 2 mois là, que je prends des cours toutes les semaines en langue des signes française pour pouvoir faciliter la communication avec eux. Parce que la caractéristique de cette business unit in situ, c'est qu'on manage les personnes à distance. Elles sont en prestation de service à temps plein, 35 heures par semaine chez nos clients. Et notre rôle, à ma chef d'équipe, Torpé et moi-même, c'est de les accompagner avec une réactivité très forte et avec du sur-mesure. Voilà. Est-ce que ça ne devrait pas, Héloïse, justement, être une obligation d'apprendre la langue des signes dans une entreprise ?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que, alors je trouve ça, d'abord je trouve ça top, comme initiative et maintenant le rendre obligatoire à qui? Parce que tu vois, la limite c'est toujours de dire l'employeur lui il a des obligations, les salariés eux ont des obligations entre eux. On rappelle que voilà, puis on en a parlé moult fois ensemble, Claire, sur le fait que les responsabilités sont pas que horizontales, elles sont aussi verticales. Mais le sujet c'est quelle est la limite? Et je la connais pas. Je suis pour l'inclusion, je suis pour, et c'est pour ça que je suis là. Mais juridiquement, est-ce que tu peux contraindre un salarié à apprendre la langue des signes parce que son collègue est malentendant? Je ne suis pas certaine que tu puisses le contraindre. Maintenant, il est clair que si le salarié ne veut pas faire d'efforts vis-à-vis de son collègue, on a un problème dans l'accompagnement, l'insertion et surtout dans l'attitude du salarié. Je ne dirais pas que c'est du disciplinaire parce que ce serait peut-être un petit peu aller au-delà des obligations de l'employeur, mais ça poserait quand même un véritable problème de comportement, à mon sens. Bon, au-delà de l'entreprise, mais ça c'est un autre sujet, ce serait intéressant de pouvoir l'apprendre à l'école déjà. La communication par LSF, même si elle n'est pas obligatoire au sens juridique, elle est forcément obligatoire par la fluidité des relations et de la communication, le transfert des consignes, voilà, le bien-être des collaborateurs. Elle vient forcément sans obligation des uns et des autres. Et on se rend compte que même si on n'a pas la technicité encore de la langue des signes, il y a l'imitation, il y a l'observation, il y a le fait de travailler en équipe qui fait qu'à un moment donné, la nature humaine est très bien faite et elle converge vers une langue universelle entre nous de toute manière pour pouvoir échanger et servir le client de la meilleure façon possible. Donc là, on voit des photos, Géraldine. Où ça se passe et qui sont ces personnes? Alors là, vous avez Samba, par exemple. Il est en train de faire du tri chez un gros client. Je ne sais pas si on peut citer ce client-là. On en est très fiers. C'est comme vous souhaitez. Comment? C'est possible pour nous, mais... Donc, on a un très beau client avec une très belle référence qui est L'Oréal. Et L'Oréal, ils ont installé en fait des biodigesteurs sur leurs différents campus en Île-de-France. Le rôle d'un biodigesteur, c'est une grosse machine qui permet de transformer en fait les biodéchets, donc tous les déchets alimentaires, tout ce qui sort des repas des collaborateurs, tout ce qui est aussi préparation en cuisine par exemple. Et cette machine va transformer les biodéchets en digesta. D'accord. Voilà. Et donc nos salariés, on en a aujourd'hui une dizaine qui sont formés sur cette technique qui est quand même très particulière. Vont faire du surtri pour être sûr que les canettes vont aller dans un sens, les bouteilles plastiques dans un autre, les gobelets carton dans un autre. Tout ça va arriver après sur nos sites d'exploitation à Cèdres, nous en avons 3, pour être revalorisé en matière ou en énergie selon la typologie de déchets. Et Samba est du coup en situation de handicap? Samba, il est en situation de handicap, un handicap complètement invisible. D'accord. Voilà, où ça ne se voit pas, où Okay. il communique parfaitement avec nous, il comprend les consignes, il sait exprimer aussi ses ressentis, ses besoins, ses limites. Voilà, handicap ou pas, on a chacun nos particularités et il suffit de les connaître. Je pense qu'il faut les connaître. Alors après, on a des degrés aussi de connaissance du handicap de chacun en fonction de ce que les personnes veulent bien nous dire aussi. Bien sûr. Et cette relation de confiance, elle s'établit dans le temps. Et lorsqu'on fait des campagnes d'entretien annuelles, on échange aussi là-dessus parce qu'ils sentent qu'on est là on leur veut du bien et pour les aider. Rapidement, on va faire le tour des photos pour qu'on comprenne bien qui on voit quand même. Frédéric, alors lui, il travaille chez Triéthique. Triéthique, c'est une entreprise du groupe Cèdres, puisqu'aujourd'hui on est un groupe, qui est spécialisé dans le tri, le recyclage d'équipements, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Oui, oui. Donc il peut y avoir des vêtements de travail, il peut y avoir des casques de chantier, il peut y avoir des chaussures de sécurité. Et là, Frédéric, il est en train de compacter des cartons dans une machine. D'accord. Donc il met des cartons dans cette machine qui va les aplatir, qui vont être mises sous forme de balles de carton sur des palettes pour prendre beaucoup moins de place et qui vont être ensuite collectées par nos chauffeurs Cèdres. Ok. Là, on y voit Basma et Gaël, donc avec leur polo Cèdre très chic.
Parfois, ils travaillent en binôme parce qu'on a besoin aussi de backup quand il y a une personne qui est en congé, qui est en arrêt maladie, qui a besoin d'une journée pour aller à l'hôpital pour ses soins. On a besoin d'une deuxième, même parfois d'une troisième personne formée sur cette même prestation. Donc, ils travaillent en binôme, ils s'entraident, ils se passent les consignes. Et là, c'est plutôt du factotum, c'est-à-dire qu'on fait chez certains clients, notamment dans les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires, toutes les missions qui peuvent faciliter le rôle des services généraux. Donc ça peut être aller installer un panier de fruits frais dans une salle de réunion, ça peut être préparer justement les verres, les bouteilles d'eau, les petits canapés parce qu'il y a un comité d'associés qui va avoir lieu dans la journée, ça peut être remettre de l'eau ou des grains de café dans une machine à café, ils vont donc bien entretenir les tisaneries et ça on va de plus en plus aussi vers ces prestations-là parce qu'elles correspondent à un vrai besoin des services généraux chez nos clients. D'accord, donc des fonctions assez diverses. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un référent handicap chez vous ? Alors, le référent handicap, c'est nous tous, hein, c'est tous les managers. C'est les RH, bien évidemment, qui arrivent en fonction support. Mais quand on est responsable du service client et qu'on a une personne en situation de handicap dans l'équipe, on est référent handicap. Moi, avec mes 30 personnes, forcément, je suis référente handicap. Ma chef d'équipe aussi. Tous les responsables d'exploitation qui ont leurs agents de tri sur place, naturellement, ils sont aussi référents handicap. D'accord. Donc, on est tous formés, plus ou moins, à cet accompagnement spécifique de cette population-là. Héloïse, c'est une obligation, un référent handicap en entreprise ? Ça allait venir sur moi. Oui, alors à partir de 250 salariés, c'est une obligation. Et c'est, à partir de combien ? 250 salariés, donc c'est pour ça que ça met... Enfin, voilà. Mais j'aime bien la notion de dire qu'on l'est tous. Oui. Parce que d'abord, alors il y a des formations diplômantes aujourd'hui pour être référent handicap, mais c'est pas forcément... voilà, t'as pas nécessairement un diplôme. Donc c'est pas le CSE. Hein. Étrangement, la loi a dit c'est l'employeur qui désigne le référent handicap. Ce qui est intéressant, c'est que le référent handicap, il est vraiment là pour insuffler justement cette politique d'insertion, d'accompagner. Et je pense que ça peut rassurer les personnes qui sont atteintes d'un handicap d'avoir un référent. C'est vraiment le terme, une personne auprès de laquelle, une entité, un salarié, pas l'employeur en fait, qui ne représente pas nécessairement la direction, même si il est nommé par la direction, mais ça peut être un collègue de travail à qui se confier et c'est lui qui va mettre en place un petit peu toute la politique, insuffler des idées au DRH. En tout cas, c'est lui qui est un peu plus informé aussi. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de diplôme une fois encore. Enfin, c'est pas quelque chose. Ça peut être, on désigne qui on veut. Hein. Enfin, l'employeur désigne qui mais veut. Mais peut-être que la personne d'elle-même va se documenter, faire une petite formation, etc. On attend en tout cas que la personne se responsabilise, parce que quand on est sur des boîtes de plus de 250 et qu'on est nommé référent handicap, a priori, c'est qu'on l'a bien voulu. Oui. Voilà. A priori. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Voilà. Ah oui. Ouais. Moi, j'imagine quand même une démarche volontaire pour que cette personne soit déjà en majorité, sensibilisée heureusement, au oui, sujet. bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples, Anthony ? Oui, bien sûr. Alors on est friands de friands. cet exemple. Non, mais effectivement, malheureusement, même si c'est à la marge, il arrive que dans certaines sociétés, des employeurs nomment très souvent une personne du service RH comme référente handicap pour dire de remplir cette obligation, même s'il n'y a pas de sanction s'il n'y en a pas, mais ça fait mieux. Ça fait mieux. Et ce n'est pas forcément une volonté personnelle. Parce que c'est une personne, on va dire, qui a déjà d'autres responsabilités aussi à gérer. Qui a déjà d'autres responsabilités. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, les référents handicap, parce que la majorité de nos entreprises en France sont quand même plutôt dans une tranche qui est entre 50 et, on va dire, 300 salariés. Et souvent, ces personnes qui sont référentes handicap ne sont pas à temps plein. Ouais. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être avoir que 10, 15, 20 ou 30% de leur temps pour traiter ce sujet-là. Plus on va monter en effectif, et là, plus on aura des référents handicap et donc aussi ce qu'on appelle des missions handicap, où là, ça sera vraiment du temps plein et qu'ils vont pouvoir traiter le sujet
véritablement avec des échanges avec la direction, avec le DNI, etc. D'accord. Il y a des postes qui sont chargés de mission handicap. Ça se développe beaucoup et effectivement c'est intéressant parce que c'est sa mission. Voilà, à temps plein. Alors que ton référent handicap, il peut très bien être technicien. Donc par ailleurs, il a ses missions et malheureusement, effectivement, on attend de lui qu'il fasse ses missions en premier avant d'être le référent. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Alors sur ce poste justement qui existe maintenant où on est vraiment pleinement dans cette mission ou en tant que référent ou référente handicap, j'imagine que ce type de personnes s'occupent de l'aménagement aussi pour ces personnes en situation de handicap, l'aménagement des bureaux, l'aménagement de l'immeuble, etc. Que dit la loi justement, Héloïse, en ce qui concerne l'accessibilité des lieux de travail pour les travailleurs handicapés ? Alors, l'accessibilité des lieux, pour rien te cacher, je suis allée faire des recherches parce que c'est quelque chose. C'était pas accessible. En fait, non, mais en fait, c'était pas. C'est une réponse à laquelle j'avais pas d'évidence, si ce n'est une. Et je le dis parce que je pense que c'est l'évidence de tout le monde. C'est une fois encore la chaise roulante en disant il faut une rampe d'accès, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que l'accessibilité est beaucoup plus large d'un point de vue obligation légale. Mais je pense que vous vous y connaissez tous les deux mieux que moi, donc je vais schématiser, mais voilà. Mais par exemple, quelque chose qui m'a marqué sur la surdité, sur tout ce qui est alarme. Tu vois, par exemple, il y a un incendie. Voilà, les systèmes d'alarme doivent être adaptés à des personnes malentendantes pour qu'elles puissent être alertées en cas d'incendie ou je ne sais quoi. Les personnes malvoyantes, pas aveugles nécessairement, mais malvoyantes, il peut y avoir des bandes adhésives par terre pour montrer le chemin, des rampes. Enfin, voilà, l'accessibilité, c'est en fait, tu n'as pas une définition extrêmement précise dans la loi. C'est juste toute entreprise qui est amenée à accueillir du public doit permettre à toute situation de handicap d'y accéder de manière sereine. Ça couvre une plénitude de situations. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est pas du tout les situations auxquelles on pense en premier en réalité qui sont les plus évidentes. Mais ce qui est lié aussi à quand on intervient, la première question que l'on pose, quand je te parle de handicap, tu penses à quoi ? Et on en revient toujours au même. L'accessibilité. L'accessibilité, et puis le fait que c'est du handicap lourd, donc le fauteuil, la canne blanche. C'est ça, donc est-ce qu'il y a un ascenseur ? Exactement. Est-ce que les portes des WC sont quand même assez larges ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc c'est aussi pour ça que dans les entreprises, c'est compliqué, quand on n'est pas informé correctement, de se dire, effectivement, ça va au-delà de uniquement ces accessibilités-là. C'est aussi du logiciel, c'est aussi de l'insonorisation, c'est aussi de l'aménagement organisationnel. Et en termes d'espace de bureau aussi, qu'est-ce qu'on peut aménager justement pour avoir un espace de travail adapté, plus agréable, plus confortable ? Là, si tu as la chaise roulante, effectivement, il faut que il y ait des espaces qui soient... Il y a des normes, effectivement, pour que la personne puisse y accéder, circuler, voilà. Mais en réalité, ça recouvre tellement de situations que je pense que... Par exemple, vous avez mis des choses en place chez Cèdre En fait, nous, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à chaque situation, on essaie de voir si la personne qu'on met en place chez un client va pouvoir convenablement, correctement, sans difficulté, réaliser sa prestation. J'ai un exemple assez drôle, mais qui est quand même très parlant. C'était donc chez un gros client, l'installation de machines à café, donc dans les coins tisaneries pour les collaborateurs. Et la personne qui est dans mon équipe en in situ est une personne de petite taille. D'accord. Et donc, quand on a installé les machines à café, la salariée me dit « Géraldine, j'ai un problème ». Je dis « Oui, c'est quoi ton petit problème ?» Elle me dit « J'arrive pas à changer le bac à eau parce que la machine, elle est trop haute ». Et effectivement, personne au début avait pensé à ça parce que c'était les meubles standards. Et il a fallu quand même qu'on trouve des meubles plus petits, qu'on remette les machines à sa hauteur. Et là, elle a tout à fait pu mener la prestation sans grande difficulté. D'accord. Mais c'est bien de rire aussi un petit peu, on ne va pas non plus pleurer. Ah oui, puis il y a une multitude de situations, donc effectivement, si la personne vit bien son handicap et qu'elle vient te voir spontanément, je trouve que c'est hyper intéressant, effectivement. Ou on vous demande d'aller nettoyer les mugs qui sont à la deuxième étagère, alors que la personne, elle fait 1m45. Oui. À un moment donné, les mugs, il faut les mettre peut-être au premier étage et pas au deuxième étage. Bien sûr. Il y a d'autres choses qui sont mises en place
aussi au niveau des bureaux. Bon, la chaise ergonomique, on la connaît tous, mais il y a aussi pour des personnes qui ont des soucis aussi, pas forcément qui se voient, mais au poignet ou un problème de dos, des souris, voilà, adaptées. Voilà, exactement. Des bureaux aussi que tu peux adapter. Ça, je l'ai la déjà vu. hauteur, ouais. Tout à fait. Je sais que nous, sur l'aménagement des postes de travail, justement, CED, on travaille en partenariat vraiment étroit avec les ergonomes, notamment des services de santé au travail, parce qu'eux viennent, ils observent le poste de travail, ils ont tout de suite, de par leur expérience, un diagnostic qui est à faire, et ils nous proposent après aussi des actions à mettre en place pour que le poste de travail soit compatible avec le handicap de la personne. Voilà. Donc on ne va pas dire à la personne en situation de handicap, bah non, tu n'es pas capable d'aller là parce que ça ne va pas. Non, on va adapter l'environnement de travail. Ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Héloïse. C'est la situation, c'est l'environnement de travail qui s'adapte en fait à la personne. Oui, bien sûr. Voilà. Et ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est l'environnement du poste de travail qui peut être handicapant. Surtout que, pour ramener aussi une statistique, 80% du handicap arrive après 16 ans. D'accord. Par rapport à la notion de handicap au travail. Oui. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut être en très bonne santé à 17, 18, 20 ans, 21, 22 ans. Et la vie fait qu'à un moment donné, je peux avoir un problème de santé qui va faire que... ou un accident. Ou un accident de la vie, et qui va faire qu'à un moment donné, je vais avoir une problématique dans mon travail qui relève justement d'une situation de handicap au travail. Et donc, on fait avec. C'est-à-dire qu'on prend ça comme... voilà, c'est comme ça. J'ai un problème de santé, je fais avec. Donc, je vis avec, je m'adapte. Et comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, l'être humain a cette capacité de s'adapter. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, à force de tirer sur la corde, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et la fatigabilité, etc., etc. Et donc, le but de tout ça, l'accessibilité, etc., c'est de faire en sorte que chaque personne puisse travailler dans de meilleures conditions. C'est pas parce que j'ai un problème de santé que je suis devenu du jour au lendemain bête. Et que je dois être mis à l'écart. Là, aujourd'hui, moi, j'ai mes problèmes de santé, je suis en situation de handicap au travail, ça ne se voit pas. Et c'est pas pour autant que je ne fais pas mon travail correctement. Bien sûr. Et pour rebondir juste sur une notion juridique, mais c'est intéressant parce que le handicap, c'est pas une inaptitude. Hein. C'est-à-dire que quand tu deviens inapte, prononcé par le médecin du travail, là, tu ne peux plus exercer ton poste. Mais tu peux parfaitement exercer tes missions en ayant une situation de handicap. Donc, et malheureusement, dans la tête des gens, je pense qu'il y a une confusion à dire il est handicapé, il ne peut pas. Mais ça n'a rien à voir en réalité. C'est une grosse problématique. Ouais. Mais d'ailleurs, souvent, les personnes qui acceptent de se faire reconnaître le disent. En fait, ce qui leur gêne le plus, c'est le fait d'être considéré comme handicapé. C'est ce mot, en fait, qui fait surtout très peur. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le film d'Artus qui a aussi été mis en avant, le petit truc en plus. J'aime bien cette notion de singularité. C'est que ce n'est pas forcément quelque chose en moins, c'est vraiment quelque chose en plus. Puisque ça nous permet, en fait, de se révéler. Et souvent, quand on travaille avec des personnes qui ont des problématiques... Ça peut développer d'autres sens aussi. Exactement. Héloïse, côté RSE, on va remettre une petite piqûre. Est-ce que tu peux nous parler de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises ? Alors, l'obligation d'emploi, on touchait un petit peu du doigt tout à l'heure, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés. En fait, j'aime pas ce mot, mais il y a un quota de recrutement, c'est-à-dire que les employeurs doivent recruter au moins 6% de leur effectif en travailleurs handicapés. C'est pourquoi je dis j'aime pas ce mot, parce que tout ce qui va être mis en place sur la RSE, le handicap, c'est pas un quota, c'est plutôt une sensibilisation et une volonté du gouvernement de dire en fait, je vous contrains. Et on va y revenir sur la contrainte, je vous contrains à recruter un minimum de personnes en situation de handicap pour pouvoir justement fluidifier un petit peu ce modèle-là. Il y a deux difficultés face à ça. La première, c'est que justement, tout le monde ne se déclare pas en tant que handicapé. Donc, dans l'obligation de recrutement des travailleurs handicapés, ça pêche un peu au niveau du recensement que l'employeur pourrait vouloir faire en disant qui est handicapé dans l'entreprise, que je puisse voir si je remplis mes 6%. Parce que ce n'est pas hyper élégant, même si à un moment donné, chacun doit faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et la deuxième contrainte, je dirais, c'est que c'est une sanction financière qui tombe sur l'employeur et qui finalement
plus tu vas en masse salariale et moins ça intéresse en fait la personne. Voilà. Donc, mais bon, au-delà de cette obligation des 6%, toute la RSE, elle est hyper intéressante parce que c'est vraiment le mouvement de l'insertion sociale en favorisant le parcours des travailleurs handicapés, en mettant justement ce référent handicap dont on a parlé, en mettant des actions de formation, en mettant un suivi. Voilà. Il y a une véritable volonté quand même d'avancer sur le thème du handicap. D'accord. Et donc cette loi OETH, obligation d'emploi des travailleurs handicapés, est-ce que ça a justement été un réel levier de performance pour les entreprises ? Alors moi, je ne sais pas si on peut parler de performance. Enfin, la loi a 20 ans, donc comme Cèdre, ça m'a fait sourire tout à l'heure. La loi a 20 ans, je ne suis pas sûre que parce que tu recrutes des salariés en situation de handicap, tu puisses parler de performance. Parce que quand on dit le mot performance, on pense à la performance économique nécessairement tout de suite. Maintenant, si on peut parler d'une performance collective, oui, ça réveille d'ailleurs beaucoup de gens. Parce que je pense que quand ils sont en situation... d'être avec des collègues handicapés, ça permet de voir déjà le handicap différemment. Mais tu vois, il y a une entreprise, j'y pense, mais elle a, dans cette politique du RSE, elle a mis en place le Duo Day. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Je trouvais ça hyper intéressant juridiquement. C'est vraiment intéressant, c'est de dire on place une personne à côté de la personne handicapée toute une journée, un peu Vie ma vie, l'ancienne émission télé, mais avec des références culturelles très poussées, j'en ai conscience, mais c'est un peu Vie ma vie, mais voilà, vie mon handicap pendant une journée dans l'entreprise. Ça, c'est de la RSE. Voilà. Moi, la sanction financière, je ne la trouve pas... mais ça, c'est des idées qui font avancer. Et donc, cette obligation de recrutement, elle passe nécessairement par... après, il faut jouer le jeu et mettre en place ces actions-là. Performance, je ne sais pas, honnêtement, je pense pas. Alors, il y a quand même des études qui ont montré que, notamment sur les entreprises où il fait bon travail et Great Place to Work, où ils ont fait une étude sur ces entreprises qui avaient mis en place une politique de QVCT. Ils ont réussi à démontrer qu'en mettant une politique de QVCT, dont fait partie bien sûr la politique handicap, eh bien, il y avait une forte baisse d'absentéisme, forte baisse de turnover, et ces entreprises étaient 3 ou 4 fois plus productives. D'accord. Donc ça a été quand même démontré, il y a quand même des résultats. Et quand on voit, donc, en termes de performance économique aussi, puisque c'est le but, hormis de faire baisser cette contrainte financière, forcément, en fait, vous allez réengager vos salariés. Le salarié, à partir du moment où il se sent bien dans l'entreprise, il se sent considéré en tant que personne, il aura beaucoup plus tendance à vouloir continuer l'aventure dans l'entreprise. Donc, baisse du turnover. Et l'absentéisme en France, c'est 4,4% de la masse salariale, le coût de l'absentéisme. Donc, en finalité, tous ces coûts cachés, et puis une personne qui part, il faut la remplacer. Baisse de l'activité en attendant son remplaçant, les annonces de recrutement, les formations, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais finalement, de investir, je dis bien investir, parce que souvent, dans les entreprises, il y en a qui voient ça comme une dépense. Non, c'est un investissement. On investit sur l'homme et tout ce qui est autour. Et finalement, au bout de quelques mois, quelques années surtout, on va pouvoir vraiment constater qu'il y a une performance aussi économique. Juste, on parle d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc on parle là plus de l'emploi direct, un employeur qui embauche directement une personne en situation de handicap pour avoir ces 6%. Il faut savoir que tous les partenariats avec les entreprises adaptées et les ESAT, ce qu'on appelait avant les CAT, contribuent justement à cet effort. C'est de l'emploi indirect, puisque les salariés restent chez nous, les salariés sont bien chez Cèdre, avec ce management hiérarchique qui nous est rattaché à nous, mais en étant en prestation de service chez nos clients, avec un référent chez le client, on participe complètement à cette contribution à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est plus indirect, mais ça y contribue. Et nos personnes, moi je me suis battue pour ça, nos salariés, ils viennent travailler sur les temps de travail des collaborateurs de l'entreprise qui nous accueillent. On ne les cache pas, on les fait pas venir de 6h à 9h ou de 18h à 21h. On les met dans la vie ils sont complètement intégrés dans la vie de l'entreprise. Voilà. Ça contribue aussi de travailler avec des ESAT ou des entreprises adaptées. Ça permet aussi, par rapport à la marque employeur, par rapport aussi aux différents piliers du RSE aujourd'hui, beaucoup d'entreprises
peuvent perdre des marchés ou avoir des taux aussi d'emprunt à la banque qui soient moins intéressants parce qu'ils ne respectent pas leur engagement RSE. C'est devenu vraiment quelque chose de très important. Le but, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on fait beaucoup justement pour un environnement de travail et de faire en sorte que aussi les établissements qui emploient des travailleurs en situation de handicap puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. Héloïse, quel changement législatif? Tu étais surprise que je te pose une question, tiens. Encore moi? Encore moi, oui. Non, quel changement? On arrive vers la fin, malheureusement, mais j'ai quand même encore quelques questions à vous poser. Et moi, je voulais savoir, Héloïse, quel changement législatif attends-tu pour encourager une plus grande responsabilité des entreprises? Moi, je dirais qu'une fois encore, moi, la sanction financière, je le vois dans le quotidien juridique, dans les contentieux, etc. Le portefeuille, c'est une chose, mais moi, j'attends à ce qu'on casse ce préjugé. Et donc, si tu veux, tu as une obligation législative aujourd'hui qui est effectivement de faire des accords collectifs au niveau de l'entreprise, pas au niveau de la branche, hein, donc pas au niveau des organisations syndicales. C'est en entreprise, les syndicats et le DRH qui vont se retrouver en disant voilà, on signe un accord d'entreprise. Et je pense que l'obligation, en tout cas moi, que je trouverais cohérente d'un point de vue législatif, hein, mais ce serait d'implémenter cette volonté de mettre des actions telles le Duo Day, tu vois, de dire il faut que les accords collectifs soient plus précis. Parce que c'est facile de rendre une feuille, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, hein, en disant on a plein de mesures, etc. Et de voir après, on fait quelque chose, ça m'a fait penser à ça, mais on fait quelque chose pour l'égalité professionnelle aujourd'hui qui est hyper intéressante, c'est qu'on donne des notes et on les publie, d'accord? Et l'entreprise, avec la marque employeur dont tu discutais tout à l'heure, elle a envie d'être bien vue des Français, surtout quand c'est des gros groupes qui ont, si tu veux, une résonance au niveau de la marque, etc. Pourquoi ne pas faire la même chose sur le handicap? C'est-à-dire dire, vous avez X actions à mettre en œuvre, on voit après si elles ont été mises en œuvre ou si elles sont restées sur le papier, on met une note et on le publie à côté. Par exemple, hein, je ne suis pas du tout... mais ça pourrait être une des actions juridiques, parce que c'est bien de dire, mettez en œuvre un accord collectif, mais le papier, il n'est intéressant que par celui qui le lit, mais moi je trouve que celui qui l'applique doit être plus impliqué. Voilà, ça c'est... Bonne idée. Tu sais, aussi, nous on le voit, on a pas mal d'entreprises de plus petite taille qui n'ont pas d'accord d'entreprise, de politique handicap, n'ont rien d'écrit. Et qui ne savent pas ce qui est véritablement le handicap au travail. Mais dans les faits au quotidien, ils sont très proches de leurs collaborateurs. Ils mettent en place déjà des actions pour leurs collaborateurs sans savoir que ça peut être considéré comme un aménagement. Parce que c'est du bon sens. Et donc, heureusement, on a quand même... et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des entreprises qui sont bienveillantes. D'ailleurs, Anthony, donnez-nous un bel exemple d'accompagnement d'une entreprise sur leurs collaborateurs, justement, en situation de handicap. Il y en a quand même de nombreuses. Heureusement, oui. Une belle histoire que peut-être vous pouvez nous raconter. Là, comme la présentation de PDM. Comme la présentation de PDM. Je vous prends de court. Oui, exactement. Oh mince! Non, mais il y en a beaucoup. On a ou une entreprise qui partait de loin, vraiment, et qui grâce à votre accompagnement... si tu veux que j'aille un peu dans ce sens-là, aujourd'hui, par rapport à notre accompagnement, depuis 15 ans, notre retour d'expérience, on sait qu'en moyenne, on a réussi à faire augmenter le taux d'emploi de nos clients de 2,6 points. Ok, très bien. Ça, ça c'est une réelle performance et on en est très fiers. Et que, comme je te le disais, dans la première étape, c'est de pouvoir rencontrer un panel de salariés, donc un certain nombre. Et on sait que lorsque l'on rencontre 5 personnes en entretien, on sait qu'il y en a au moins une qui ira au bout de la démarche. D'accord. Et donc c'est pour ça que notre singularité, c'est le temps. Et si vous ne prenez pas le temps, c'est pas juste en communiquant, en balançant que ça marchera. Oui, bien sûr. Très bien. Géraldine, avec 60% de vos collaborateurs en situation de handicap, CEDRE, cette entreprise a un modèle unique d'inclusion. Quels sont les leviers pour pérenniser ce modèle à l'échelle nationale et internationale? Ah oui.
Alors vous voyez grand, international. Bah, pourquoi pas. C'est vrai que toujours voir en grand, on a déjà un très fort partenariat avec des structures à New York, par exemple, et à qui on essaye d'apporter nos compétences et notre expertise. On sait que ce modèle d'entreprise adaptée, et particulièrement chez Cèdre, avec ses 20 ans d'histoire maintenant, on sait qu'on a une expertise sur cette mission sociale qu'on met toujours en avant. Et je pense que quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, il y avait 2 clients. Aujourd'hui, il y en a 20. Je pense que les entreprises, en fait, font appel à nous parce qu'elles savent qu'on a cette expertise en termes d'accompagnement social et professionnel de ces personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, l'idée, c'est bien sûr de décliner ce modèle-là le plus possible. Donc, soit on va le faire en créant des filiales sur le même modèle avec ce qu'on sait faire et il y a quelqu'un de chez nous qui va vouloir partir à La Rochelle par exemple pour dupliquer le même modèle, ou alors on va par le biais de partenariats, par le biais de coopération on reste dans l'économie solidaire, donc avec des entreprises adaptées, avec des entreprises d'insertion aussi, pourquoi pas. On va leur transférer nos compétences pour que là-bas aussi, ils puissent créer de l'emploi durable. J'insiste aussi sur la durabilité. On ne fait pas du one-shot, on ne fait pas de l'intérim. L'idée, c'est vraiment de créer de l'emploi durable pour ces personnes en situation de handicap, de les former, de les monter en compétences pour qu'elles se maintiennent dans l'emploi jusqu'à leur retraite. Voilà, ce sont souvent des personnes qui arrivent chez nous par le biais des Cap Emploi, France Travail maintenant, par le biais des missions locales aussi parfois, par le biais des associations de job coaching. Elles arrivent, ça faisait déjà 2-3 ans parfois qu'elles étaient au chômage. Elles avaient perdu confiance, elles savaient plus ce qu'elles valaient sur le marché du travail. Et là, d'un coup, on leur donne cette reconnaissance, on leur donne cette capacité par un gros projet chez nous qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs et qui va pour chacun créer des briques de compétences et de formation. Et c'est ce modèle-là qu'on peut tout à fait, de manière illimitée, reproduire en partenariat avec d'autres entreprises de l'économie solidaire qui sont à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. La mission sociale, c'est de créer de l'emploi. Qu'on le fasse, comme vous l'avez dit, directement, qu'on le fasse indirectement par le biais de collaboration, pour nous, notre mission sociale, elle est gagnée. Bravo à vous, en tout cas. Question générale pour vous trois. Dans les 10 prochaines années, ou les 5, en tout cas à l'avenir, quelles seront les principales évolutions dans la façon dont les entreprises intégreront l'inclusion dans leur culture et leur pratique RH? Alors, c'est parti. Non, mais moi, ce que j'aimais, c'est cette notion de... Non, mais comme c'est vrai que la politique RSE, comme tu le disais tout à l'heure, a vraiment une importance, vraiment, ça tend à évoluer. Je pense qu'en tout cas, en termes d'inclusion, il va y avoir des progrès parce qu'on ne peut pas revenir en arrière de toute façon. Je ne vois pas un retour en arrière possible. Donc, je suis d'une nature assez optimiste. Je me dis, on peut aller que mieux, surtout avec des actions comme ça. Voilà, je ne suis pas certaine que ce soit la loi. En tout cas, ce n'est pas de mon côté que ça va se faire. C'est du côté de nos 2 autres invités, parce que je me décharge de tout ça. Tu y participes aussi au quotidien. Non, mais nous, on y participe au quotidien. Mais tu sais, nous, les avocats, on essaye effectivement peut-être de faire des accords intéressants, mais on n'est pas là pour la mise en application, tu vois. Après, c'est vrai que quand on voit des actions comme les vôtres, ça, en tout cas, moi, j'ai un espoir. Voilà. C'est bien, il faut rester positif. Et puis après, ce qui est aussi, pour boucler le sujet par rapport à ce qui peut se passer, c'est important de prendre aussi en compte, de faire un petit retour en arrière. Quand on voit aussi les générations de maintenant, les sujets environnement, égalité, sociétale, sont très très importants pour eux. Lorsqu'on fait un recrutement, beaucoup de questions est posées justement sur l'environnement de travail, etc. C'est des sujets qu'il y a 10-15 ans en arrière, n'était même pas évoqué. Donc c'est véritablement des enjeux RH aujourd'hui. Et puis, alors moi je suis un peu plus ancien, quand on était à l'école, très rarement on était mis, on avait dans nos classes des enfants qui étaient en situation de handicap. Très rarement.
Moi, j'en avais, mais c'est très rare. Oui. Moi, c'était quasi impossible. Ouais. Voilà. Enfin, pas impossible, mais c'était quasi Depuis la loi inexistant. 2005, aujourd'hui, on permet à des enfants qui ont des problèmes à être accompagnés et de pouvoir être dans la même école que ses camarades. Ce qui fait que nos enfants ont eu cette habitude d'être confrontés à d'autres enfants qui ont des problématiques. Et donc, depuis 2005, c'est une génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui et qui, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas plus bêtes qu'un autre, au contraire. Au contraire. Et ça, c'est aussi la mentalité un peu anglo-saxonne. Alors, eux, ils ne se sont jamais posé la question. Eux, il n'y a pas d'obligation. Hein. Ils nous prennent pour des fous. Ils nous disent, mais attendez, vous êtes obligés de leur mettre une contrainte financière C'est vrai. Pour faire en sorte que de prendre en compte. Donc, la bonne nouvelle dans les prochaines années, c'est que je pense que effectivement, cette génération liée aux obligations RSE, etc., va faire que ça va devenir quelque chose de... C'est une évidence, en fait. Une évidence, oui. Ok. Et tout le monde va prendre conscience des bénéfices, effectivement, d'avoir cette mixité qui apporte de la richesse à la performance sociale et économique. Tout à fait. Merci en tout cas pour ce bel échange, merci à tous les trois. On a vu qu'il était possible en tout cas de créer des espaces de travail inclusifs et accessibles pour tous, mais cela nécessite une volonté réelle des entreprises de remettre en question leurs pratiques et de les adapter aux besoins spécifiques de leurs collaborateurs. L'inclusion n'est pas seulement une obligation légale, mais c'est aussi un facteur clé de performance et d'innovation. Alors merci à vous trois pour votre éclairage sur ce sujet, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, excellent. merci. On espère en tout cas que vous qui nous regardez, vous avez passé un bon moment également, que cette émission vous a plu et surtout qu'elle vous a donné des clés de compréhension et que ça vous a inspiré à vous engager vous-même dans des démarches inclusives et à transformer vos espaces de travail pour offrir un environnement où chacun, quelle que soit sa situation, puisse s'épanouir pleinement. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de Workwell et vous. D'ici là, gardez la forme.